Bonjour, je m'appelle Zoé Hilderian, je vais parler de la question du groupe 11. Un homme de 50 ans arrive aux urgences, il est victime d'un accident vasculaire cérébral ou AVC. On pourrait supposer que cet homme avait un déficit mitral qui a résulté en une stagnation de sang dans l'oreillette droite pour ensuite former un thrombus qui va alors se détacher et former un embole. Nous pouvons suivre le trajet de l'embole. Il va commencer sa course dans l'oreillette gauche pour aller dans l'aorte et sortir à la première sortie, qui est le tronc artériel brachiocéphalique qui est à droite. Il va ensuite aller dans la carotide commune droite, puis dans l'artère carotide interne droite, pour finir dans l'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne. L'embole s'est en fait baladé dans des artères de plus en plus petites pour finalement aller se coincer dans l'une d'elles. Ce blocage résulte en une ischémie du territoire que l'artère sylvienne irrigue. Comme la plupart des AVC, l'artère bouchée est l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne. Elle est bouchée le plus souvent car son orientation en ligne droite avec l'artère carotide interne est plus favorable que l'orientation en perpendiculaire des artères cérébrales antérieures et postérieures. Donc l'embole suit la voie la plus facile. L'artère sylvienne pénètre dans la scissure de Sylvius. Ces différentes branches permettent d'irriguer une partie de la face externe de l'hémisphère cérébral qui comprend la partie externe de la circonvolution frontale ascendante où se situe l'aire motrice primaire. Ces branches irriguent aussi la troisième circonvolution frontale. Suite à l'embole à ce niveau, le territoire va devenir ischémique et se nécroser. La nécrose de ces territoires corticaux aura pour conséquence une parésie brachiocéphalique spastique. Les fibres issues de la zone corticale motrice traversent le centre ovale et s'engagent via la corona radiata dans la capsule interne, puis ils descendent à la partie antérieure du pont. Elles se regroupent ensuite en un faisceau compact dans le bulbe antérieur et constituent ainsi la pyramide. Il y a le faisceau pyramidal croisé ou indirect, où il y a une décussation au niveau du pont, dans 80-90% des cas. Les fibres du membre inférieur sont disposées latéralement et celles du bras médialement. Il y a une projection sur la corne antérieure du même côté. Il y a aussi la fibre pyramidale directe, où il n'y a pas de décussation, donc c'est dans 10 à 20% des cas. Il croise la ligne médiale dans la moelle approximativement au niveau de la cible pour se projeter sur la cône antérieure du côté opposé. Pour expliquer pourquoi cette parésie est d'origine brachiocéphalique, on parle de l'homunculus moteur de Penfield. Il décrit la somatotopie du cortex moteur primaire. Sur ce schéma, on observe que la zone inférieure et latérale du cortex correspond au territoire brachiocéphalique qui est nécrosé dans ce cas-ci. Les motoneurones alpha de la moelle sont sous le contrôle de plusieurs voies, issues de neurones supraspinaux. Dans ce cas, il s'agit surtout de la voie pyramidale, puisque le problème se situe au niveau du cortex moteur. Lors d'une ischémie du cortex moteur, les voies environnantes vont disparaître, entraînant une série de conséquences, dont l'apparition des spasmes. Les spasmes suite à une ischémie du cortex moteur apparaissent parce qu'il y a une perte des voies descendantes. En effet, les motoneurones alpha seront influencés surtout par les tendons et les faisceaux musculaires. La boucle réflexe monosynaptique fera en sorte que le motoneurone sera excité par l'extension du muscle correspondant. De plus, il est important de noter que les faisceaux musculaires ne réagissent uniquement lors d'une extension lente ou persistante, ainsi seules ces dernières causeront des spasmes. En ce qui concerne le traitement, la toxine botulique inhibe la libération présynaptique de l'acétylcholine dans la plaque neuromotrice. Elle provoque une paralysie flasque en bloquant une transmission du signal. En effet, parce qu'en bloquant le complexe nerf permettant la fusion des vésicules d'acétylcholine avec la membrane présynaptique, les récepteurs postsynaptiques restent libres et la contraction n'a pas lieu. Le baclofen est un dérivé du GABA. Il agit au niveau de la moelle épinière comme agoniste du récepteur GABA en inhibant les réflexes mono- et polysynaptiques. Ainsi, la combinaison des deux favorisera la relaxation des muscles squelettiques. Et voici un petit schéma.